évidemment, on est immensément heureux d'avoir en présent parmi nous à la fois Michel Hazanavicius et Jean-Claude Lambert pour ce chef-d'œuvre la plus précieuse des marchandises. Et moi, je veux vous dire que je suis quand même assez ému et assez tendu quand même, pas par l'attente, mais je crois que j'aurai rarement l'occasion d'être assis quand même à côté à la fois de, je crois, un Oscar d'Hollywood, de César, un British Award, Academy Award, puis plein d'autres choses, et puis plein d'autres films que j'ai évidemment adorés de Michel Hazanavicius. Et puis aussi d'être à côté de Jean-Claude Grimbert, c'est-à-dire Simon Molière, le Grand Prix du théâtre de l'Académie française, de César, 4 Shakespeare, etc. Et évidemment, les trois mères. Voilà. Non, mais trêve de plaisanterie. Le plaisir et le bonheur surtout de lui remettre devant vous le Grand Prix de l'amitié de la librairie d'éducation. Parce que Jean-Claude Grimbert est arrivé plusieurs fois dans ces lieux pour rencontrer des collégiens, des lycéens, des enseignants du premier degré, du second degré, des étudiants, et à chaque fois avec un immense bonheur, un immense plaisir. Donc, je lui remets ce modeste prix parmi tous les prix qu'il a pu recevoir. Et je fais pareil, évidemment, pour Michel. Vous vouliez peut-être dire un mot avant que nous commencions vraiment. Comme vous avez été très patient, je pense qu'on va pas en longtemps. Simplement vous remercier. Moi, je suis Marie-Caroline Misse, je suis la directrice générale de Réseau Canopé, qui est un opérateur du ministère de l'Éducation nationale en charge de la formation de l'accompagnement des enseignants. Merci à tous les enseignants qui se sont déplacés au plus de cette semaine de janvier bien froide et bien pluvieuse. On est évidemment très honorés d'accueillir Michel Hazanavicius, Jean-Claude Lambert, et on vous remercie tout particulièrement pour votre animation, accompagnement pour cette proposition. Merci aux équipes de la librairie. Dire aussi que nous attendons, mais c'est pour ça que nous étions dans une tente un petit peu longue, le recteur de Paris qui venait saluer notre venue et puis tous les enseignants qui se sont également déplacés. Il va arriver d'une minute à l'autre. Donc je vous propose de commencer et quand il sera là, de lui laisser la parole. Il tenait absolument à être avec nous ce soir. Voilà, je sais qu'il n'y a rien d'arrivé entre la Sorbonne et ici. Est-ce que ça me convient? Et je vous laisse la parole. Vous dire donc rapidement le contexte de cette rencontre avec Jean-Claude et Michel. Il y a au moins 4 ou 5 raisons du contexte à rappeler. Le premier, il est évidemment heureux, c'est que nous sommes dans le prolongement des semaines de la promotion de la lecture à l'école, et que s'il y a bien une œuvre qui donne envie de lire, qui donne le plaisir de lire, et qui développe chez les enfants le goût de la lecture, c'est bien celle de Jean-Claude Grimbert. Et donc, on est dans le prolongement de cette semaine de la lecture, et on est surtout avec une ministre qui vient de rappeler que pour elle, le plus important était précisément tout le travail de lecture, et surtout de la lecture plaisir, de la lecture personnelle, et de l'échange autour de la lecture. Donc, j'espère que ce message tout nouveau inaugure un peu le sens de ce que nous faisons ce soir. Comme je voulais remercier Monsieur le Recteur d'être parmi nous. Je sais que son temps est contraint, donc je vais lui passer tout de suite la parole pour vous dire, donc Monsieur le Recteur, qu'on organise ce type de rencontre, pas toujours avec des invités aussi prestigieux, donc voilà, on en est très heureux pour faciliter les échanges entre les enseignants et différents acteurs de la culture, de la pédagogie, des chercheurs, des experts. Et c'est le sens de cette rencontre exceptionnelle pour laquelle vous nous faites l'honneur d'être parmi nous. Merci, Madame la Directrice. Merci à vous, chers amis, d'être ici présents, puis vous tous, bien sûr, dans cette assemblée. Il me reste quelques heures pour vous souhaiter encore une très très bonne année avant que nous soyons fort clos. Je vous la souhaite aussi resplendissante qu'elle puisse être. Merci également de tout ce que vous faites. Nous étions hier dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour faire mémoire des 80 ans
de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau avec auprès des élèves qui étaient présents et peut-être que certains les accompagnaient, les tout derniers témoins de ce drame sans mesure, sans limite dans la quantité et la méticulosité du crime. C'est important également que nous ayons des moyens très divers de parler de tout cela. Nous avons des publics, les professeurs qui sont ici, extrêmement variés selon les écoles, les collèges, les lycées. Et nous discutions hier avec le directeur du mémorial de la Shoah, il faut toujours adapter le propos qui est le nôtre. Sinon, on peut se tromper, et même parfois lourdement se tromper. Et vraiment, je vous remercie de mettre à disposition cet album qui est très précieux, c'est le titre même, avec une histoire qui est un vrai conte au sens très précis de ce terme et qui peut faire comprendre à des jeunes beaucoup de choses. Ensuite, ils vont cheminer, ils vont mûrir tout cela, ils découvriront, mais il faut commencer par cela. Hier, je me suis permis de dire que les 80 ans d'un tel événement, c'est petit à petit la disparition des témoins. Avec ce que cela suppose, c'est que les témoins, et nous l'avons entendu hier à la Sorbonne, font passer une émotion qu'ensuite nous ne retrouverons pas. Nous aurons peut-être une histoire plus connue, plus méticuleuse, plus élaborée, comme par exemple quand on a commémoré le 100e anniversaire de la Grande Guerre, finalement on l'avait jamais aussi bien connu. Mais ça sera autre chose, ça sera un autre regard, et quand on contemple ce drame existentiel, le drame de toute une civilisation, de tout un continent, il faut commencer par faire toucher du doigt l'essence même de ce que fut ce crime infini, et puis après la raison, eh bien, chemine et découvre tout cela. Donc merci vraiment de ce bel ouvrage dont j'ai vu le cheminement, cette touchante histoire. Voilà, c'est le mot, je crois, qui est le plus approprié. Et permettez-moi d'ajouter un mot pour Canopée, qui est un endroit, vous le connaissez bien, qui s'est métamorphosé au fil du temps, vraiment. C'est Vincent Payon qui a voulu cette première métamorphose, avec un avenir qui n'était pas certain au moment où tout a été décidé, puis qui a suivi les évolutions constantes des réformes et qui s'est métamorphosé et qui est toujours au service des professeurs. Et je sais que c'est un succès vraiment incontournable et je sais que Marie-Caroline est en grande partie responsable de tout ça et je veux l'en féliciter et vous dire en tout cas que en tant que recteur, je serai bien sûr toujours à vos côtés, d'autant plus que nous sommes voisins. Voilà, c'est absolument merveilleux. Je ne sais pas si vous le savez, mais on est rue du Four, là. Alors, vous savez, c'est assez touchant parce que vous avez une maison un peu plus loin, vous avez la plaque de la réunion, pour ceux qui éventuellement ne le savent pas, de la réunion du Conseil national de la résistance. Et si vous regardez bien cette porte, eh bien, elle n'a pas bougé. Donc, la poignée de la porte a vu Jean Boulin pousser cette porte pour cette réunion qui a été considérable pour l'avenir de la résistance dans notre pays. Donc il y a encore un lien supplémentaire ce soir de cette connexité des lieux. Merci en tout cas et merci de tout ce que vous faites concrètement sur le terrain. J'en parlais aujourd'hui encore avec des élus. Il y a une méconnaissance de ce que font les professeurs sur le terrain en France. Nous savons toutes les difficultés, nous savons actuellement tous les défis que nous avons. Personne ne va dire tout va très bien. Les manques, les défauts, tout cela, je les connais comme d'autres, mais il faut mettre en valeur tout ce qui est fait et qui est beaucoup trop méconnu de la population dans les médias, et c'est infiniment regrettable par rapport à d'autres corps qui bénéficient d'une meilleure connaissance, me semble-t-il, de ce qui est fait. N'hésitez pas autour de vous à dire ce que vous faites concrètement, défendez toujours votre statut, défendez ce que vous faites, et dans la défense de votre propre mission, de votre propre fonction, vous défendrez l'éducation et la République au service de laquelle nous sommes tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour
pour cette ouverture et qui vient tout à fait dans le contexte que nous évoquons. Je voulais dire une chose importante pour faire suite à vos paroles, Monsieur le Recteur, c'est que dans notre éducation nationale aujourd'hui, par tous les réseaux d'enseignants que nous connaissons, les réseaux d'associations de professeurs, qu'ils soient d'histoire, de lettres ou de théâtre ou d'action culturelle, ce que nous savons, c'est que il y a une immense attente, mais vraiment une immense attente de mettre la culture au cœur même des enseignements, de faire que les enseignements ne soient pas desséchés, qu'ils restent dans une volonté de transmission humaine. Et je crois que la rencontre que nous avons ce soir, elle est vraiment dans cette actualité indispensable, puisque le conte de Jean-Claude Grimbert, le film de Michel Hazanavicius, qui avait d'abord été aussi une pièce de théâtre avec beaucoup de succès au Théâtre du Rond-Point, c'est la déclinaison d'un chef-d'œuvre qui engendre des chefs-d'œuvre. C'est peut-être ça le message de la soirée, c'est-à-dire de penser que par l'émotion, par la force de l'émotion, on est certain de toucher les cœurs. Et en touchant le cœur, on touche aussi l'intelligence sensible. Et je crois que cette question-là est aujourd'hui indispensable à évoquer ce soir, non pas par devoir de mémoire, mais par simple présence humaine, au moment précisément où on voit remonter dans notre pays, comme en plein d'autres pays, à nouveau l'antisémitisme, à nouveau des haines, à nouveau des rejets, à nouveau des dictats. Et je pense que encore une fois, ce merveilleux conte et ce très très grand film nous aident non pas comme outil pédagogique, terme que j'utilise tout le temps, mais comme vecteur de transmission essentiel au moment où les témoins disparaissent, vous l'avez évoqué, au moment où le document va devenir simplement document d'histoire, ce qu'il faut évidemment et qui est indispensable, mais on sait bien que par la littérature, le cinéma, on touche bien au-delà et que c'est le moyen de réveiller chez les enfants une conscience qui est absolument indispensable. Donc voilà, ce soir, je crois que c'est le contexte de notre échange. Et alors, je vais bien sûr vous dire un peu comment on va faire. Je pense que j'ai envie de proposer quand même à Jean-Claude, au tout début, de lui demander comment est venue l'idée d'écrire un conte. Je sais que dans son merveilleux théâtre pour la jeunesse, il a déjà utilisé le vecteur du conte, par exemple dans Le Petit Chaperon Uf, l'histoire du Petit Chaperon Rouge, pour préparer les enfants à comprendre les lois de Vichy d'une façon à la fois humoristique et profonde. Il a souvent utilisé le conte, mais dans son œuvre, il a écrit un conte qui est à destination de tout le monde, les grands, les petits. Et je voulais savoir comment est née l'idée de ce conte, La plus précieuse des marchandises. L'idée m'est pas venue. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que le théâtre est devenu très difficile à pratiquer. Voilà. Et donc, j'étais un peu lassé d'écrire des pièces et d'attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'un théâtre veuille bien ou trouve les moyens. Ou trouve les moyens. Et en général, à ce moment-là, l'acteur qui devait le jouer dit non, je peux pas, j'ai un film. Voilà. J'étais un peu lassé de ça et je voulais écrire quelque chose qui me fasse plaisir à moi. Et donc, j'ai commencé par Il était une fois dans un grand bois. J'avais écrit dans une pièce qui s'appelle L'Enfant d'eau, une scène où un grand-père doit endormir son petit-fils. Alors ça marchait comme ça, c'est-à-dire qu'il commençait par dire « Il était une fois dans un grand bois, un pauvre bûcheron, une pauvre bûcheronne », et le gosse criait « Non, pas le petit pousset, pas le petit pousset !» Voilà. Alors, le grand-père était obligé d'inventer un conte qui ne soit pas le petit pousset. Et il inventait cette histoire qui est réellement une histoire de déportation, d'enfants jetés du train, voilà. Il inventait tout ça. Donc c'est une invention pure. Et ça s'est enchaîné comme ça. Voilà. Je n'ai eu aucune difficulté à écrire ça. Je crois que j'ai été privé de contes dans mon enfance. Voilà. Que les enfants cachés ont entendu très peu de contes. Une fois devenu un vieux petit garçon,
je me suis plongé dans les contes. Voilà, j'ai trouvé entre Perrault et Collodi, ça m'a remplacé Dostoïevski et Tchekhov. Voilà. Et donc, et puis j'ai arrêté le conte parce que j'étais voir un médecin qui m'a dit que j'avais un cancer. Bon, pour écrire des contes, c'est pas formidable. Alors j'ai soigné le cancer, qui était somme toute un cancer assez bénin, que les femmes n'ont jamais. Ah, c'est ainsi. Et une fois tiré d'affaire, j'avais commencé 2 contes en fait. Et j'ai repris et je pense que c'est la petite fille qui m'a demandé de continuer et de la sauver. Voilà. Alors j'ai fini. Puis après, à chaque fois que je donnais le texte à lire, les gens s'évanouissaient en disant ah quel chef-d'œuvre. Voilà. J'ai été très surpris. C'est un chef-d'œuvre. Oui, non, sans doute. Je vais le relire. Maintenant que je suis informé. J'ai vu le film. T'as vu la pièce? J'ai vu la pièce. T'as vu les lectures? Parce que j'ai entendu les lectures. J'ai entendu ma fille Olga lire oui, tout à la radio. C'était magnifique. Et donc, j'étais à Grenoble, à Toulouse. Elle a fait une lecture. On a parlé avec 250 élèves. C'était magnifique. Donc, voilà. Je suis très fier d'avoir écrit accidentellement un conte et un chef-d'œuvre. Est-ce que je peux prolonger juste ma question, pas très longue, mais est-ce que c'est quand même pas toute ton œuvre qui est dans ce conte? Non, je dirais que c'est tout moi. J'ai écrit au début, j'écrivais des pièces comme les autres écrivaient. C'est-à-dire pour fustiger la petite bourgeoisie, pour faire pour que la révolution advienne enfin. Mais les gens se marraient. Ça m'a sauvé, voilà. Alors j'ai loupé question révolution, mais j'ai fait rire les gens en me racontant de plus en plus. Oui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'atelier, l'histoire de ma mère a fait rire les gens. Et moi, je jouais dans cette pièce et j'étais indigné d'entendre les rires. Quoi, je parle de la mort de mon père et il se marre. Et le lendemain, la salle riait moins. Quoi, il se marre pas? Voilà. Donc, on n'est jamais content. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire pour les enfants des pièces de théâtre. Voilà. Et j'ai rencontré, et ça c'est un accident, c'est un copain anglais qui m'a demandé s'il pouvait me commander une pièce, parce que je lui avais expliqué qu'en France, on commandait très peu de pièces aux auteurs. Et il m'a dit, mais en Angleterre, on a du mal à trouver des auteurs libres pour écrire des pièces. Voilà. Et il m'a demandé une pièce pour enfants. Alors je vais vous expliquer pourquoi il avait besoin d'une pièce inédite pour enfants. Parce que les subventions en Angleterre arrivent sous enveloppe. Et sur une enveloppe, c'est marqué un classique. Sur une autre enveloppe, c'est marqué une comédie musicale. Et sur une enveloppe, c'est marqué une pièce inédite pour la jeunesse. Donc, s'ils veulent avoir l'argent à l'intérieur de l'enveloppe, il faut qu'ils aient une pièce inédite pour la jeunesse. Ah. C'est simple. Ça ne contraint personne. Alors, j'ai expliqué ça à des tas de gens qui m'ont toujours regardé comme si j'étais fou. Mais non, la liberté des directeurs. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris. J'ai fait pas beaucoup, mais j'ai fait quelques débats. Par exemple, un jour, il y avait un gosse qui était assis au premier rang, qui s'est penché comme ça. Il m'a dit, est-ce que vous avez eu des échecs? Alors, je lui dis oui, moi aussi. Alors, on apprend beaucoup avec les enfants. Non, il y a eu voilà, je pense que les adultes ont beaucoup à apprendre des enfants. Les enfants ont à apprendre certaines choses des adultes, mais pas tout. Il y a beaucoup de déchets dans les adultes. Et il y a moins de déchets chez les enfants.
Est-ce que c'est Et clair? en tout cas, oui, c'est très clair. Bon. Et en tout Tu cas, m'interromps quand tu veux, parce que moi, je suis comme nous- un robinet d'eau tiède. On m'ouvre et je coule. non, Voilà. mais on n'aime que l'eau chaude, nous, Voilà, donc il n'y a pas de bon. problème. Juste une chose pour prolonger ce que tu viens de dire, c'est quand même que Jean-Claude vient d'évoquer ses pièces pour la jeunesse. Il en a écrit 12, si je ne me trompe. Il y a beaucoup de petits chefs-d'œuvre là-dedans. Et à explorer, pas seulement par les enfants, par tous les lecteurs que vous êtes. Parce que c'est, je crois, aussi le reflet intégral de sa personnalité et de l'ensemble de son écriture. J'ai juste une dernière question à vous poser maintenant pour tous les deux. Le chef-d'œuvre étant écrit, publié, j'aime pas le mot chef-d'œuvre, je sais, mais on recommence. Le chef-d'œuvre étant écrit, la question c'est comment est venue l'idée d'en faire un film? Il était devenu une pièce de théâtre, il a été lu et c'est magnifiquement lu, enregistré. Comment est venue l'idée du film et puis surtout l'idée d'un film, et ça c'est à Michel que je le demande bien sûr, d'un film d'animation, ce qui est en plus pour Michel qui est très divers, c'est lui qui a eu l'idée. Alors on va commencer par l'idée. Non, avant qu'il y ait la pièce, il y avait le désir de film. Donc, c'est passé par... avant que ce soit édité, je l'ai donné à lire. Et c'est arrivé chez ce monsieur, Sobelman, qui l'a lu, après que son associé l'ait lu également. Et puis, à ce moment-là, on a parlé de faire un film. Et j'ai dit qu'il fallait faire un film, un dessin animé, ne sachant pas combien c'était difficile et cher. Je pensais que c'était moins cher de faire... Et 4 ans. Voilà. Et donc, après des discussions, il se trouve que ça n'est pas un secret, je l'ai vu naître. J'étais pas là, mais presque. Mais presque. Et j'ai constaté qu'il savait dessiner. Voilà. Et puis ensuite, un jour, on a discuté d'une collection qu'il faisait et que je faisais aussi. C'est les livres illustrés ou les livres de Gus Moffat, qui était un grand illustrateur et qu'on collectionnait tous les deux. Il en avait plus que moi parce que et t'en as racheté, non? Moi, j'ai arrêté. Les prix ont monté. Et voilà. Et ensuite, l'histoire appartient à Michel. Eh bien, non, mais il vient de à peu près tout raconter. Il l'a envoyé à Robert Guédiguian, qui l'a passé, qui a trouvé ça formidable, mais qui ne sentait pas de le faire, je crois. Enfin, et il l'a passé à son associé Patrick Sobelman, qui est caché pour les gens là-bas, mais il est là. Je crois sur une idée de Jean-Claude, puisqu'il a dit à Patrick que je dessinais. Bon, mais qui n'est pas une condition sine qua non pour faire un dessin animé. On n'est pas obligé de prendre un réalisateur qui sait dessiner, mais je ne sais pas pourquoi. Je crois que Patrick pensait que je refuserais. Pas sûr que j'accepterais. Et puis en fait, j'ai lu et j'ai fait comme tout le monde. J'ai été bouleversé. J'ai trouvé que c'était. Plus qu'il trouve que c'est un chef-d'œuvre, évidemment. Oui. Après, oui. Pour simplifier, oui. Non, mais ça fait beaucoup de chefs-d'œuvre là tout d'un coup. Donc, mais bon, mais peu importe. En fait, c'est juste moi, je vois la possibilité ou non de faire un film. Et là, j'ai vu la possibilité de faire un film pour plein de raisons. En fait, pour tout vous dire, moi, je pensais vraiment pas faire un film sur ce sujet-là. Je m'étais même tacitement promis, sans vraiment me le dire, de ne pas le faire. Parce qu'il m'a vu naître, mais on n'est pas de la même génération, ça ne vous aura pas échappé. Sans t'offenser. Voilà. Il a l'habitude, oui. Et donc, cette histoire-là n'est pas tout à fait la mienne. J'en suis issu, mais ce n'est pas tout à fait la mienne. Et pendant très longtemps, et même encore maintenant, enfin, je me suis jamais senti vraiment la légitimité, le besoin, surtout. Je crois que c'est même pas une histoire de légitimité, c'est une histoire de besoin. J'avais pas besoin d'en parler. Non pas que là j'ai eu besoin d'en parler, mais tout d'un coup, ce texte m'est tombé entre les mains.
L'époque a changé, comme vous le dites, comme vous venez de le dire, le temps du témoignage, l'ère Lanzmann est en train, par la force des choses, de passer. Il est normal qu'on trouve d'autres manières de raconter cette histoire-là. Donc peut-être que là, mon crédit de légitimité a remonté parce que les autres ont descendu, j'en sais rien. Et toujours est-il que, en gros, moi, j'avais un peu mis cette histoire dans une petite boîte. C'est une histoire familiale, mais moi, mon enfance, c'était les années 70 à Paris. C'était quand même une petite parenthèse enchantée. Donc c'était dans une petite boîte, et les récits sur, disons, la Shoah ou le génocide juif, si vous voulez, c'est comme si je savais. D'abord, je me satisfaisais de l'idée que je savais tout ce que je devais savoir, que je savais ce que je devais ressentir, que le trajet émotionnel de chaque histoire était connu à l'avance, etc., etc. Et tout d'un coup, le texte a un peu ébranlé tout ça, et tout d'un coup, j'ai vu un truc, pardon pour le mot, mais frais et très réconfortant, et avec effectivement cette valeur de s'adresser à des enfants sans leur mentir, sans les prendre pour des demeurés, mais sans non plus les traumatiser. Donc il y avait une espèce de délicatesse, un tact, disons, qui était inscrit dans l'histoire. Là, je parle pas de littérature, je parle de l'histoire, dans l'histoire, qui me semblait un point de départ formidable pour faire un film. Mais plus le point de départ est haut, si vous voulez, plus les chances de se casser la gueule sont nombreuses. Donc c'était très compliqué, mais voilà. Mais tout d'un coup, je suis parti avec quand même, disons, pour ce sujet-là, s'il y a une personne en qui j'aurais confiance, c'est Jean-Claude, quoi. Je serais pas parti avec, je crois, un autre fabricant d'histoire ou un autre scénariste. Je peux vous demander quelles ont été les difficultés quand même du passage du conte, donc des mots, à l'image, c'est-à-dire les choix obligés. Inévitablement, il y a eu des choix, des focalisations de... Bon, ça pourrait durer 5 jours, enfin même. Oui, ça j'imagine. Ça a duré 6 ans, en fait. Donc ça a été 6 ans de problèmes. Le principal, c'est que si vous voulez, avec la littérature, bon, vous pouvez être obscène dans la littérature, c'est pas le problème. Mais en tous les cas, il y a des passages pour évoquer des choses où les mots sont des évocations, des suggestions, a fortiori dans la forme du conte. La chose compliquée, c'est quand vous devez mettre des images, c'est-à-dire que vous pouvez dire, je ne connais pas, je me souviens pas de la formule exacte de Jean-Claude, mais si vous pouvez dire, il a passé 3 ans dans un camp, je le dis très mal, mais c'était bien mieux dit, mais après, il faut le montrer, si vous voulez. Et là, ça devient très compliqué. Vous pouvez parler de quelqu'un qui sort des camps, mais quand vous devez créer une image, mettre ou non de la musique, mettre ou non des dialogues, tout est un terrain miné, si vous voulez. C'est-à-dire le risque de l'obscénité, du mauvais chemin pour s'adresser à des enfants, le risque, il est constant, en fait. Et il est à chaque image. Et donc voilà, donc tout le truc, c'était essayer au maximum de trouver la bonne distance. Moi, ma mission, c'était de porter la voix de Jean-Claude dans le cadre, dans un tout autre univers que celui du cinéma. Donc c'est complètement un autre langage, en fait. Donc c'est un objet qui à la fois n'a rien à voir, et en même temps que j'ai essayé d'être le plus fidèle possible à la parole de Jean-Claude, avec des trahisons, des choses que j'ai faites moi, parce que je les ai comprises d'une certaine manière, et j'avais besoin de les organiser de cette manière-là. Mais c'est un autre objet, quoi. Voilà. On a vu passer vos magnifiques dessins. C'était une découverte. On savait votre très grande capacité à aimer, enfin, dans les films, des genres complètement différents. Mais moi, j'ignorais absolument que vous étiez un grand dessinateur. C'est de vrais beaux et grands dessins. D'ailleurs, l'édition, l'édition. Non, mais ça, vous m'avez fait comprendre qu'il fallait plus utiliser le mot. Non, vous dites que non, mais ça va. C'est mieux que navet. Non, mais c'est vrai. C'est une édition magnifique avec les dessins absolument magnifiques. Mais alors, la question que je me pose, parce que je suis un béotien absolu, même si j'adore le dessin, si j'adore le cinéma, et la diversité de votre filmographie et des genres que vous avez utilisés, c'est quelle est quand même la difficulté de passer du dessin, qui est pour lui-même, au dessin pour dessin animé, qui, je pense, doit être forcément différent. Donc, quels ont été les choix que vous avez faits, les références
plastique. Je trouve à la fois les couleurs absolument extraordinaires dans le film, aussi bien le graphisme lui-même. Donc, quelles sont les sources qui ont été discutées en tout cas? La clé, c'est de trouver les bonnes personnes et de les mettre aux bons endroits. Voilà. Le cinéma, c'est vraiment un sport d'équipe, c'est-à-dire vous n'êtes pas tout seul, c'est pas comme écrire un livre. Donc voilà, moi j'ai dessiné les personnages, Oui. et comme vous le voyez, j'ai un dessin qui est beaucoup plus classique, un dessin d'animation. La complexité de l'animation, c'est que quand vous faites bouger un personnage, plus il y a de traits, plus il faut faire bouger des traits. Et donc on essaie de réduire le nombre de traits. Moi, j'ai du crayon à papier, donc j'ai beaucoup trop de traits. Donc, ça a été une négo pour les traits. En fait, en gros, ça a été ça, avec des équipes qui, eux, connaissent l'animation. Moi, j'avais jamais fait d'animation, donc j'ai appris étape par étape. Plus, paradoxalement, plus un personnage est important dans l'histoire, plus il va être dessiné par un nombre important de dessinateurs, donc plus il faut le simplifier. D'accord. Alors que les personnages les plus... Bon, alors ça, c'est des dessins qui étaient tels quels dans le film, donc ça, c'est mes dessins, il y a pas personne n'est intervenu. Oui, d'ailleurs, ils sont en plan fixe, non? Ils sont en plan fixe, c'est ça, oui. Mais des dessins sur des personnages qui n'avaient qu'un plan, par exemple les déportés qui étaient dans le convoi, c'était des personnages qui n'avaient qu'un plan, donc ils pouvaient être beaucoup plus proches de mes dessins initiaux, et même potentiellement avec plus de traits, parce que ils n'avaient pas à être dessinés par une multitude de dessinateurs. Alors que la bûcheronne, la gamine, il fallait absolument les simplifier. Par exemple, le dessin qui est là, c'est ce qui donne un dessin qui est beaucoup plus simple dans le film. Voilà. Et après, le reste, je dis, moi, j'ai pas cherché à prendre des références dans l'histoire du cinéma, j'ai été plutôt chercher dans la peinture. D'accord. La peinture n'étant pas animable par la facture, en fait, je suis passé par les estampes, la gravure sur bois, et en fait, on est arrivé à une espèce de comment dire, d'esthétique qui ressemble un petit peu à l'illustration, ou à un peintre illustrateur Henri Rivière, ou les Russes Ivan Bélimine, et des choses plus de l'illustration de livres qui était assez cohérente avec l'idée qu'on racontait un conte. D'où le premier plan, le départ dans un cadre. Oui, bien sûr, c'est très très illustration de livres, ouais, bien sûr. Ouais. Je vois que l'heure nous avance, comme disent les Anglais. Je vais vous proposer de, bien sûr, à votre tour, poser des questions, ou soit à Jean-Claude, soit à Michel Hazanavicius. Donnez vos points de vue. Je sais que parmi vous, il y a des étudiants en cinéma. Je sais qu'il y a des enseignants qui ont vu le film avec leurs élèves. Je sais qu'il y en a qui vont aller voir le film avec leurs élèves. Je sais aussi que beaucoup d'entre vous avez fait lire des œuvres de Jean-Claude. Donc, je voudrais vraiment que vous ayez tout le temps de l'échange, puisque notre moment s'appelle un moment de rencontre. Merci. C'est une question pour Michel, en rebond de ce qu'on disait sur l'illustration. Il y a quelques années, on a une connaissance commune qui a édité ce grand classique, La classe américaine, voilà. Dans lequel on retrouve tous les dialogues du film et des dessins. Et je me permets de relire la 4e de couve qui m'avait fait mourir de rire. Découvrez les dialogues complets du film culte de Michel et Dominique Mézeret, accompagnés d'un appareil critique et enrichi d'illustrations originales d'un des auteurs. Celui qui est vivant. L'autre dessinait mieux, mais il est mort. Monde de merde. Est-ce que, dans ce projet-là, vous avez quelque part pris une petite revanche sur Dominique? Car il dessinait mieux? En fait, c'était une vanne, il dessinait pas mieux. Hein, vous avez pas chopé toutes les vannes, apparemment. Non, mais c'était une manière de lui rendre hommage. Voilà. Il y a une revanche quand même dans le film, c'est que, en fait, j'ai commencé à dessiner parce qu'à 10 ans, j'avais une prof qui s'appelait Madame Andrivet. Et alors, comme il y a des profs, je vous raconte cette histoire. Donc, on était en CM2. Et on devait faire une fresque sur le Moyen-Âge. Donc, elle nous a dit le vendredi, vous réfléchissez à un truc que vous pourrez raconter sur le Moyen-Âge et on fera une fresque. Et le lundi, elle a demandé à tout le monde, t'as choisi quoi? Alors, une princesse, un château fort, un chevalier, un truc. Et quand elle est arrivée à moi, elle a fait, bon, toi, je te demande pas, tu dessines trop mal. Et elle est passée aux autres. Et je suis le seul à qui elle a fait ça. Donc ça m'a mis en panique totale. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'apprenne à dessiner. Donc j'ai vraiment, sué sang et eau à partir de 10 ans pour apprendre à dessiner. Mais je l'ai quand même. Mais je vous le dis quand même parce que donc comme vous êtes prof,
je l'ai quand même remercié au générique de fin, cette prof, Madame Andrivet. Donc voilà, avec certains élèves, vous pouvez être cruel, ça ira. Alors moi j'avais une question pour la musique du film en fait. Pourquoi le choix de la chanson de la berceuse interprétée par Marie Laforêt qu'on entend à 2 reprises dans le film? Alors je vous avouerai que c'est purement émotionnel, c'est-à-dire je trouvais je voulais d'abord, les personnages ne sont pas juifs dans l'histoire, ce sont des bûcherons, ils sont pas juifs, et il n'y avait pas beaucoup de place pour mettre une musique qui évoquait le peuple juif ou la culture juive, etc. C'était une place. C'est une chanson que je trouve très belle, très douce. Donc c'est certainement un contrepoint par rapport à ce qui est raconté, mais bon, c'est un procédé que voilà. Et il se trouve qu'on a montré ce film à New York la semaine dernière. Et puis il y a un type qui m'a demandé si je parlais yiddish. Alors je lui ai dit bah non. Et il m'a dit bah en fait parce que la comptine là, il me dit ça parle d'une chèvre. Alors c'est raisin et amande. Alors je savais pas qu'il y avait une chèvre, mais du coup on m'a envoyé les paroles. Mais plus étonnant que la chèvre, ça parle surtout des trains en fait, mais d'une manière très ironiquement très positive. C'est-à-dire que c'est des trains qui vont l'emmener quelque part où ce sera mieux, etc. Donc de manière tout à fait hasardeuse en fait. Il y a quand même une connexion entre ce qui est raconté, ce qui est montré, pardon, et la musique. Mais de mon point de vue, c'était vraiment plus une évocation, pas comme une prière, mais comme quelque chose de, disons, de très doux et de très juif à la fois. Bonsoir. Alors moi, ce n'est pas une question, c'est, je voulais vous remercier. Je suis allée voir le film La plus précieuse des marchandises. Quand le film s'est terminé, plus personne, il y a eu un silence dans la salle pendant quelques minutes. Et je me suis dit, voilà quelqu'un qui trouve une autre manière de parler de ces événements. Tout à l'heure, vous l'avez dit, il y a eu toute génération avec des films. Et voilà, il faut que les nouvelles générations, elles entendent. Donc, merci beaucoup pour ce film. Et monsieur, je voulais vous dire que vous étiez une précieuse marchandise. Merci pour votre humour. Merci. Bonjour. Alors moi c'est surtout une remarque pour vous deux. Vous avez parlé tout à l'heure de la jonction en fait entre vos deux œuvres, le conte et le film, et ça m'a fait penser au fait que dans vos œuvres, enfin notamment dans le conte, vous aimez beaucoup, et vous aussi, Monsieur Hazanavicius, dans votre cinéma, briser le quatrième mur et avoir un rapport assez particulier avec le spectateur en lui faisant référence directement, et donc ça m'a fait penser à peut-être quelque chose qui a pu vous marquer pendant la lecture du conte. Et je voulais aussi vous demander qu'est-ce qui vous a fait d'un coup apprécier une histoire assez tragique par rapport à tous vos films qui avaient plutôt un côté satirique, comique, etc. À part The Search que vous avez fait. Et voilà. Alors, il se trouve que dans celui-là, j'ai pas l'impression d'avoir, il y a rien de méta en fait, ce que vous appelez le quatrième mur. Non, mais là, j'ai pas eu l'impression de faire un film méta. Il est très simple. Il n'y a pas de dispositif particulier comme dans d'autres films, que ce soit du pastiche ou du truc, etc. Par contre, pour moi, c'est pas du tout un film dramatique. Enfin, si, c'est un peu, mais non, mais c'est un film que je trouve extrêmement réconfortant, et je trouve que c'est un film qui est extrêmement positif. C'est pas du tout un film, quand je vous disais tout à l'heure, où j'ai toujours l'impression de savoir un peu ce qui va se passer. La majeure partie des histoires ou des films là-dessus, elles vous contraignent soit à une forme je dirais, de culpabilité, parce qu'en tant qu'être humain, vous avez participé à ça, soit à une forme de tristesse infinie, parce que en tant qu'être humain, vous avez subi ça. Et en fait, on est vraiment dans la crasse, si vous voulez. Mais là, les personnages principaux, en fait, ils vous donnent quand même la troisième possibilité, c'est-à-dire les justes, ceux qui se sont bien comportés. Et en fait, je trouve que quand on s'adresse à des enfants et qu'on leur dit, et à mon avis, c'est la force du conte, c'est-à-dire qu'un conte monte à un niveau universel l'histoire, et elle montre des archétypes humains, et elle dit à chacun d'entre nous, tuez lui,
tu es lui, tu es tout ça, c'est des facettes de l'humain en général. Donc tu es oui, potentiellement tu es un génocidaire, potentiellement tu es une victime, mais là où le livre est très réconfortant et où il apporte une bonne nouvelle pour des enfants, c'est il leur dit aussi, tu peux aussi être une bonne personne. Et quand c'est ça veut dire que tout le monde peut l'être. Parce que le trajet de ce bûcheron, après, peut-être que Jean-Claude sera pas d'accord, mais comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai fait ce que j'ai compris. Mais le bûcheron, il fait un trajet, c'est pas inné, si vous voulez. Il fait un trajet de compréhension et d'acceptation. Et quand il accepte l'humanité de cette gamine, il accepte sa propre humanité. Et donc il y a un trajet, c'est le fruit, le fait qu'il finisse par être une bonne personne est le fruit d'un choix. Et donc c'est le libre arbitre. Et en fait, la bûcheronne fait pareil. Même si elle est tout de suite pour la gamine, au début, elle ne choisit pas. C'est-à-dire, elle croit que tout ça vient des dieux. Elle met tout sur le truc des dieux. La prière de la bûcheronne, pour moi, est une scène extrêmement importante parce que elle dit, avec des mots, que ce n'est pas l'affaire des dieux, c'est l'affaire des hommes, et que c'est une histoire de choix et de libre arbitre. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est peut-être le message le plus simple et le plus précieux qu'on puisse donner à des gamins. C'est que même quand le monde s'écroule autour, vous avez le choix. Vous avez le choix malgré votre environnement, malgré les dieux, malgré tout le monde. En fait, vous avez le choix. Voilà. Non, je voudrais dire que on ne dit pas assez que les monstres qui tuaient n'étaient pas ce qu'on représente en général, c'est-à-dire des brutes. C'était dans la déportation, dans l'assassinat, énormément de médecins. Il fallait des médecins partout pour sélectionner, pour combattre les différentes maladies, puisque si on ne nourrit plus les gens, si on les laisse dans le froid toute une nuit pour faire la pelle et tout, les médecins sont partout. Et quand vous regardez la profession, que sont devenus les anciens nazis? Il y en a qui deviennent ministres, il y en a qui sont redevenus ingénieurs, il y en a qui... C'est-à-dire, c'est pas l'enseignement qui compte. C'est pas qu'est-ce que vous savez, c'est qu'est-ce que vous ressentez. C'est pas apprendre, c'est apprendre l'humain qu'on a en soi. C'est-à-dire apprendre à être, ce que dit Michel, une bonne personne. Voilà. Un mensch. Donc voilà. Et tiens, je peux raconter un dernier truc aussi qui est arrivé. C'est Patrick qui me l'a raconté quand on était à New York. Il y a un type qui vient le voir et qui lui dit après la projection, il dit j'ai trouvé le film formidable et tout ça. Mais par contre, je regrette un petit peu. Je suis venu avec ma fille de 14 ans. Bon, quand je raconte l'histoire, je dis 12 ans, mais 14 ans, maintenant que t'es là. Il dit je suis un peu embêté parce que quand même, c'est quand même très très violent. Il y a quand même un passage qui est très très dur. J'aurais dû peut-être voir le film avant de lui montrer, etc., etc. Et Patrick dit si elle est là, fais-la venir. Donc il l'appelle la gamine et Patrick lui dit t'as retenu quoi du film finalement? Et elle lui dit ce que j'ai retenu, c'est que je devrais plus aimer mes parents. Et c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Voilà. Oui. Bonsoir. En fait, je voulais simplement vous demander, Monsieur Grimbert, quel regard vous avez eu sur le film de Michel Hazanavicius, puisque je suppose que vous aviez déjà, comme vous l'aviez déjà mis en scène, comme vous aviez écrit, vous aviez quelque chose dans la tête. Je pense, nous, en tant que lecteurs, professeurs, etc., moi, j'ai ressenti la même douceur, par exemple, dans les deux œuvres, etc. Mais je voulais savoir si vous aviez été surpris du film, ou est-ce qu'au contraire, c'est exactement ce que vous aviez imaginé? Je n'ai rien imaginé. C'est-à-dire, quand on écrit, on ne voit pas les images. On écrit, quoi. On fait avancer le récit, on cherche... c'est pas du tout la même chose. En fait, quand on écrit, on cherche à être le plus libre possible en acceptant des contraintes. Moi, je voulais
que Michel se sente le plus libre possible dans la contrainte énorme que je ne connaissais pas personnellement de la fabrication d'un tel film. Mais je voulais surtout pas, j'ai adapté des livres d'autres auteurs pour le cinéma, et des fois essentiellement avec Costa Gavras, mais pas qu'avec Costa, et des auteurs étaient encore vivants. Et donc, tous les matins, je recevais un coup de fil, j'espère que vous allez garder telle réplique, il faut absolument qu'il y ait telle réplique. La réplique, elle faisait 12 pages, voilà, et qu'il faut absolument, parce que c'est tout le sens voilà. Bon, alors je disais, mais bien sûr, mais je vais en parler et tout. Il y en a même avec qui j'étais, mais c'était un Allemand. Alors j'étais assez dur avec lui. Non, je n'ai pas de jugement sur le film. Je n'avais pas de désir. J'avais le désir qu'il le fasse, lui. C'est une histoire de confiance. Moi, j'ai un œil en moins, et l'autre qui voit, comme m'a dit l'ophtalmo que j'ai vu encore hier, avec l'autre, tu vois comme à travers le trou d'une serrure. Voilà. Alors donc, ça dispose pas à aller voir les dessins animés, même faits par des amis. Voilà. Donc, je suis heureux de voir que les gens me disent qu'ils ont été émus, qu'ils ont retrouvé ce qu'il y a dans le livre. Voilà. C'est ça qui est important pour moi. Je ne vais plus au cinéma, je ne vais plus au théâtre, je regarde la télé dans la souffrance que nous partageons tous. Donc je peux vous parler de ce que je pense, pourquoi les flics divorcent tous et se retrouvent dans le même commissariat que leur ex-femme ou que leur ex-mari qui a pris qui est devenu leur chef, et comment, malgré tout, bien que le mari aime une infirmière et que cette infirmière soit amoureuse du directeur ou d'une autre infirmière ou de la directrice, voilà. Tout ça, je peux vous en parler. Sur le film de Michel, voilà, je suis content qu'il ait fait ce qu'il a voulu dans la limite des contraintes qui lui étaient imposées et qui étaient énormes. Voilà. J'avais deux questions. Moi, d'après ce que j'ai lu, entendu, que vous étiez inspiré, certes de la peinture ou de la gravure classique, mais aussi éventuellement de l'œuvre de David Holler. Donc j'aurais aimé en savoir plus, si c'était le cas ou pas d'ailleurs. Voilà. Comment vous avez, enfin, j'ai bien lu et vu, donc j'ai vu les différences, mais comment vous avez abordé la question du narrateur, de la narration dans le film, voilà. David Holler, non, c'est pas une. J'ai vu, bien sûr, j'ai regardé beaucoup de dessins. Il y a beaucoup de dessins qui ont été faits à Auschwitz ou après, juste après. Enfin, c'est le cas de David Holler. Il y a beaucoup de dessins qui ont été faits juste après, qui sont des témoignages directs. Ça n'a pas été une référence graphique spécialement. C'est juste que ça fait partie des choses qui pour faire n'importe quel film, celui-là, je dirais peut-être en particulier, vous devez quand même vous nourrir de beaucoup de choses qui concernent le sujet, que ce soit visuellement ou intellectuellement. Pour qu'à un moment donné, vous puissiez faire confiance à votre instinct, il faut d'abord beaucoup vous nourrir et devenir, si ce n'est un spécialiste, qui n'aurait pas beaucoup de chance, mais en tous les cas, avoir des réflexes, quoi, et avoir des repères. Donc David Holler, il est rentré dans ce cadre-là, mais pas comme une référence. Et après, vous m'avez dit quoi? Ah, le rapport au narrateur. Ben, d'abord, je trouvais que le début du film donnait des clés de compréhension de l'ensemble de l'œuvre. Et le dernier texte, je trouve que c'est vraiment une merveille, et j'aurais été fou de m'en priver, en fait. Donc, je trouvais que encadrer, mais comme dans les films classiques, en fait, moi, quand j'ai lu le livre, j'ai eu l'impression d'un classique. J'ai eu l'impression que l'histoire existait avant même que Jean-Claude ne l'écrive, et que c'était un classique intemporel. Non, mais un truc disons, un classique instantané, disons. Et en fait, je voulais essayer de retrouver la même
saveur, c'est-à-dire un film qui soit un peu intemporel et qu'on a l'impression comme si on l'avait exhumé mais qu'il existait un peu avant. Et donc dans ce cadre-là, je trouvais que avoir un narrateur qui encadrait comme ça, qui venait un petit peu au milieu mais surtout au début et à la fin, ça me permettait de conserver ce texte que je trouve magnifique à la fin et de cadrer le film au début. Je trouvais que c'était tout à fait justifié et j'ai eu la chance de le proposer à Jean-Louis Trintignant qui, malgré le fait qu'il soit aveugle, s'est fait lire le scénario par sa femme Marianne et il a accepté de le faire et c'était c'était une aventure formidable de se faire accompagner aussi par Jean-Louis Trintignant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, malgré toutes les difficultés du film, je me suis dit quand même dans mon équipe, j'ai Jean-Claude, j'ai Alexandre Desplat, j'ai Jean-Louis Trintignant. Après, j'avais Paul Dalides, Gadebois. Si vous voulez, j'avais une bonne équipe, quoi. Voilà. Donc, je vais essayer de la formuler du mieux que je peux parce qu'elle est même pas claire dans ma tête. Mais ça part super. C'est une question pour Monsieur Hazanavicius. Ma question, c'est sur où se place votre geste créatif personnel dans la réalisation de ce film. Monsieur Grimbert parlait de son geste d'écrire, et vous l'avez dit, réaliser un film, c'est un sport d'équipe, c'est gérer beaucoup de choses, et je voulais savoir où est-ce que vous avez trouvé l'endroit où vous pouvez y mettre du vôtre. Je me pose mais vraiment jamais ce genre de questions, c'est-à-dire à vous de décider. En fait, moi je commande pas. Je pense que je suis la dernière personne à commenter, apte à commenter mon travail. Je peux expliquer des choses. Vous avez déjà fait un film ou pas? Non, jamais. Oui. Des courts-métrages. Non, mais c'est court-métrage. Donc en fait, vous prenez un nombre incalculable de décisions. À la fin, ça donne un objet. Moi, j'ai adapté pas mal de livres ou de films. J'ai fait des remakes, etc. À chaque fois, je me reconnais énormément dans mes films. Que ce soit un geste créatif ou pas, honnêtement, vraiment, c'est absolument pas mon problème. Qu'on me considère comme un auteur ou pas un auteur, c'est vraiment pas mon problème. J'essaie de faire les films les mieux possibles. Et voilà. Mais j'ai fait un remake d'un film japonais fait par un étudiant japonais. J'ai essayé de le faire le plus fidèle possible. Et au final, il me ressemble énormément. Celui-là, j'ai essayé vraiment au maximum. Je n'ai fait que ça, respecter au maximum pas que le texte, parce que je connais quand même bien Jean-Claude, comme il l'a dit, il m'a vu naître. C'est le premier mec que j'ai vu quand je suis né, apparemment. Et du coup, non, mais la voix de Jean-Claude, et là, la voix, je parle au sens le plus large, je l'ai pratiquée, disons. Et du coup, j'ai essayé de respecter ça au maximum. Et pour autant, je pense que ça reste quand même un film très personnel. Et en fait, quand vous filmez, c'est un geste personnel. Créatif, pas créatif, où ça se passe et tout, j'en sais rien. Mais le fait d'accepter de faire un film, ou de vous engager sur un film, c'est déjà un geste super important parce que d'abord, vous allez côtoyer l'univers de ce film pendant 2, 3, dans ce cas-là, 6 ans. Mais après, vous allez vous le trimballer toute votre vie. Le monsieur, là, il me parle de la classe américaine. Je l'ai fait il y a 32 ans. Bon, on continue de m'en parler maintenant. Finalement, ça finit par vous définir un petit peu, quoi. Donc, voilà. Mais je vous dis vraiment, je peux pas répondre à votre question, même si j'ai mis 10 minutes à pas répondre. Mais... On va mettre un peu un terme, bien sûr, à cette merveilleuse rencontre, mais quand même, promesse s'était faite de parler de l'actualité de Jean-Claude Grimbert, au-delà même de la plus précieuse des marchandises. Parce que Jean-Claude, alors on va pas recommencer, parce que sinon nous en aurions facilement à nouveau pour 1 heure, mais je vous recommande évidemment de lire Quand la Terre était plate, qui vient de sortir aux éditions du Seuil, où Jean-Claude Grimbert, continuant sa quête de souvenirs, de mémoire, parle de sa maman d'une manière merveilleuse, à travers tous les manques. J'appelle ça, moi, une sorte d'archéologie du sensible, ou de la mémoire émotionnelle, je sais pas, avec son frère, et puis... Vous verrez, franchement, je le lui ai dit, alors il s'est un peu moqué de moi parce que c'est le prof qui parlait, mais chacun a eu son rôle ce soir, moi j'ai encore fait le mien, donc rôle de prof. Si vous aimez Diderot et Jacques le Fataliste, c'est-à-dire la liberté extraordinaire vis-à-vis du lecteur, de dire je vous emmène là, puis là, on sait pas, on s'est quitté, je vous retrouve. Il y a cette liberté d'écriture, mais humoristique, fantastique, et à travers
la mémoire qui est fractionnée, on traverse tout le siècle, pas seulement la Seconde Guerre mondiale, dont il ne cesse de ressasser, il le dit lui-même, donc je me permets de le redire, mais on traverse celle de 14-18, les exils, l'analphabétisme, les souffrances. C'est un merveilleux livre et en même temps, on sourit. Donc, vraiment, lecture immédiate de ce livre qui fait connexion avec beaucoup d'œuvres de Jean-Claude, en particulier l'atelier, bien sûr, où le personnage de Suzanne est présent. Donc, l'atelier qui va devenir et qui est un superbe, voilà, qui est un superbe classique, bien sûr, et que les éditions Actes Sud ont ressorti en classique pour les classes. C'est vraiment bien sûr, un livre de référence. L'actualité de Jean-Claude, c'est aussi dans la collection Velin Déclic, la parution de la plus précieuse des marchandises pour les collégiens, et bientôt, la plus précieuse des marchandises va paraître aussi pour les lycées dans la collection Déclic. Autre chose à signaler qui est tout aussi important dans l'actualité de Jean-Claude, c'est bientôt l'apparition du Petit Chaperon UF dont je vous ai parlé, c'est-à-dire ce merveilleux texte de théâtre pour la jeunesse, et c'est pas le seul bien sûr, qui va paraître aux éditions Actes Sud au mois de mai pour les classes. Vous recommandez Moment, qui est une pièce pour la jeunesse absolument merveilleuse, publiée et qui est actuellement jouée au théâtre de la Scala par Hervé Pierre et Clotilde Mollet. Je vous invite, mais plus qu'inviter, à aller voir ce merveilleux spectacle et à lire et relire et faire relire à vos enfants ces merveilleux dialogues d'un petit garçon avec sa maman ou sa maman selon les jours. Voilà. En tout cas, merci de votre écoute, de ces échanges, et je pense qu'on a passé tous ensemble un merveilleux moment autour, je répète le mot, d'un chef-d'œuvre et d'un deuxième chef-d'œuvre. Maintenant, tous bonne soirée et merci vraiment d'avoir accepté d'être avec nous.